Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre journal régional, édition de 19 heures. Nous sommes le dimanche 14 février. Merci de votre fidélité. C'est aujourd'hui, devrais-je dire, la fête des amoureux, la Saint-Valentin. C'est une fête laïque aujourd'hui, mais dont la célébration remonterait à plus de 7 siècles. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion d'un geste tendre à l'égard de l'être cher, et parmi ces gestes, offrir une fleur à l'être cher reste encore aujourd'hui, en Guadeloupe comme ailleurs, le plus courant. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Ce dimanche est placé sous le signe de l'amour. Saint-Valentin oblige. C'est aussi l'un des jours préférés des vendeurs de fleurs qui en profitent pour améliorer leur chiffre d'affaires. À la Saint-Valentin, les gens font l'effort un petit peu, surtout les jeunes, mais c'est pas comme avant. Je pense qu'on peut investir pour se faire son argent parce que il y a beaucoup de clients. Je propose des petits coffrets avec des parfums, un petit cœur, un petit nounours, des compositions avec des roses enveloppées. Offrir une rose à la Saint-Valentin, plus qu'un geste commercial pour certains, une véritable preuve d'amour. Achète les roses et puis mes Valentins, mes Valentines. C'est la tradition, il faut le marquer, mais il faut que ça sorte du cœur. Il ne faut pas dire, aujourd'hui, c'est le jour des roses et il faut acheter. Non, ça sort du cœur. Et ça s'acquiert. Cela veut dire qu'elle la mérite aussi. Écoutez, parce que c'est la Saint-Valentin tout simplement, même si on dit que c'est commercial, peu importe. Si on ne fait pas le geste, de toute façon. Mais c'est naturel. Il faut une rose, même si on dit que c'est tous les jours qu'on doit acheter des roses. Mais bon, particulièrement aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y a vraiment pile l'amour. C'est-à-dire que madame là, il méritait l'amour. Il méritait ça. Aujourd'hui, c'est joie même. Obligé de ça mériter. Toute madame. La fête des amoureux a encore de beaux jours devant elle. Entre échange de mots doux et cadeaux, c'est l'occasion idéale pour certains de prouver leur amour avec des fleurs. Et aujourd'hui, nouvelle technologie oblige, monde moderne, dirait ma grand-mère. L'amour naît bien souvent sur Internet, réseaux sociaux, sites divers. Ourbiz, c'est le nom d'un site bien guadeloupéen de rencontres, pas forcément amoureuses, voire plus comme on dit, a tout de même choisi ce jour de la Saint-Valentin pour donner rendez-vous à ses usagers sur la plage du Souffleur à Port-Louis. Le reportage de Jacques Damprobe. Ils sont venus les uns après les autres, chacun avec un plat, une bouteille ou un dessert. Avant de se retrouver à la plage du Souffleur, certains se connaissaient, d'autres sont nouveaux. Ils viennent d'horizons divers et variés. Comme tous ceux qui l'ont précédé, le rendez-vous du jour a été pris via Urbiz, un site internet qui commence à se faire une réputation sur la place. Comme pour un jeu de rôle, chacun choisit un pseudo. C'est Shakira qui est à l'initiative de cette sortie. Cette journée, on a décidé de l'organiser pour se réunir déjà entre nous, les Urbiziens et Urbiziennes. Et donc voilà, c'est pour finaliser la fin du carnaval et également mettre un jour J qui est la Saint-Valentin, qui est aujourd'hui. Donc pour tous les amoureux, amoureuses, voilà, on a décidé de se réunir, de faire un partage, comme on a toujours l'habitude de faire, voilà. Sorties, randonnées, soirées, activités culturelles, ce cercle d'amitié a aussi une fonction sociale. C'est bien parce que ça permet de casser un peu la solitude. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls pour diverses raisons. Et ça permet de rencontrer d'autres personnes, de faire des activités différentes, de la marche, de la nage, des barbecues, etc., etc. Et c'est très convivial. Enfin, on rencontre des gens sympas. Enfin, voilà. Une question se pose tout de même. En ce jour de fête des amoureux, cette rencontre a-t-elle permis aux cœurs esselés de trouver l'âme sœur? Il y a des petits couples qui se font, mais aussi il y a des gens qui sont mariés, qui n'ont pas besoin de rechercher l'âme sœur puisqu'ils l'ont déjà. Mais sinon, c'est plutôt bon enfant, sympathique, l'amitié, le partage. Voilà, tout ça est réuni. Et votre amoureux, il est là dans le lot? J'en ai pas. Alors je lance un appel. Tout à fait autre chose maintenant. Tout le monde voudrait les voir, mais pour l'heure, ils se refusent à nos yeux.
Ce sont ces cétacés, baleines et cachalots dont c'est actuellement la période de reproduction dans nos eaux. Ils passeraient pour l'heure le plus clair de leur temps dans les profondeurs des eaux, en particulier en ce jour de la Saint-Valentin, semble-t-il. Ainsi, même les membres de l'association Évasion Tropicale qui les guettent, qui les surveillent, les étudient et mènent des actions de protection à l'égard de ces merveilleux animaux, cette association n'a pu malheureusement aujourd'hui les observer. Le reportage de Karine Gielman. Pour observer les cétacés, il faut être patient, très patient, et faire face aux aléas du temps et à l'humeur de ces mammifères sous-marins. Renato et Caroline étudient, suivent, identifient et protègent les cachalots, les baleines à bosse et autres dauphins depuis près de 30 ans. On a 28 espèces susceptibles d'être observées. Pour le moment, au niveau de l'assaut, on en a recensé 24. Donc deux sous-ordres bien distincts chez les cétacés, cétacés à dents, cétacés à fanons. Donc on peut voir des dauphins, des cachalots, des baleines à bosse en période de reproduction, des globicéphales, enfin des baleines à bec, des tas d'espèces présentes ici. Un de leurs mammifères de prédilection, les cachalots. Moins connus que les baleines, ils sont près de 250 à plus de 10 km de nos côtes. Des mammifères pouvant atteindre 18 mètres une fois adultes, pesant près de 20 tonnes et vivant en groupe, contrairement aux baleines. L'association s'occupe, en marge des sorties de reconnaissance avec les touristes, de protéger les espèces. Défendeur des océans. C'est le cas pour cette maman cachalot. Elle s'est prise la mâchoire dans un filet et à l'extrémité, son petit s'est retrouvé attaché. L'équipe a uniquement réussi à sauver la mère. Trop jeune et pas encore habitué à la pression sous-marine, il n'a pas survécu. Le plastique, les filets, les hélices de moteur, les objets abandonnés sont des ennemis pour les cétacés. Là, notre prochain pas, là, ça va être la suppression des sacs plastiques. Ça va pas être facile. On a du mal à trouver des solutions. Nous, on travaille avec pas mal de commerces là, sur Bouillante pour essayer de trouver des solutions. Pas évident. Le plastique est tellement présent chez nous tous que, voilà, c'est un peu compliqué. Mais je pense que ça sera la première chose salutaire qu'on pourra faire cet effort-là. Ça sera déjà une très très bonne chose, je pense, pour la planète. Un premier pas donc, et autre constat encourageant. La population est stable en Caraïbes. Maintenant, il y a une légère évolution sur la population de baleines à bosse. Quand on a commencé avec Caroline, la population était de 12 à 14 000 baleines à bosse estimées. Sur la population Atlantique Nord, là, elle est de 17 000 à peu près, mais c'est toujours des estimations. Donc ça va un petit peu mieux pour les baleines à bosse. Voilà, ici, on est quand même dans une zone assez protégée. On a peu de trafic maritime, très peu de nuisances sonores. Bien qu'on ait quand même plus de pollution quand on a commencé il y a 30 ans, évidemment. La conscience autant mondiale qu'en Guadeloupe est là. Toutes les personnes se rendent compte qu'il y a de plus en plus d'atteintes sur notre environnement. On a les plages qui sont de plus en plus petites, on a les sargasses, on a de la brume de sable qui est de plus en plus présente. Donc sur des endroits qu'on croyait bien préservés comme les îles de la Caraïbe, finalement... en fin de compte, on a aussi pas mal d'atteintes. Donc, tout le monde en prend conscience à divers niveaux, mais les choses avancent. Raphaël, un des coéquipiers de notre voyage, est déjà très vigilant quant à la sauvegarde des cétacés. Son conseil pour les protéger ? Je conseille d'étudier les zones là où elles sont et de les protéger, ces zones. D'interdire la chasse dans ces zones. Tourisme, nous évoquions hier le succès toujours constant de la Pointe des Châteaux comme l'un des sites les plus visités de Guadeloupe. Dans le même genre, la Pointe de la Vigie est aussi un site très prisé des touristes. Jacques Damprobe est aujourd'hui allé à la rencontre de ses visiteurs émerveillés par cette nature monumentale, rugueuse mais belle. Certains y viennent et y retournent. Reportage. Depuis une semaine, Joël, Joseph et Floréal ont entamé leur tour de Guadeloupe. Ils ont prévu d'y rester un bon mois. Nouvelle étape pour le trio, la Pointe de la Grande Vigie. Floréal est un habitué des lieux.
Cela fait 10 ans qu'il vient ici. Établi en Charente-Maritime, il ne s'en lasse pas. On l'a adopté, quoi. Et de plus en plus, on reste ici parce que la chaleur nous convient aussi. Qu'est-ce qui vous plaît ici en Guadeloupe quand vous y venez? Le climat, pour le premier temps, les gens, parce qu'ils sont sympas. Et puis les fruits, tout ce qui est un peu de la bouche, on va dire. Ce qu'on ne trouve pas en Europe, en métropole, quoi, en définitif. Comme par exemple là? Écoutez, je vais vous dire que les mangues, les corossoles, et puis la cuisine aussi, les petits plats préparés. C'est bien agréable de se mettre les pieds sous la table sans qu'on ait rien à faire. Joël et son époux Joseph en sont à leur première visite en Guadeloupe. C'est Floréal qui a incité le couple à choisir notre destination. Il n'a pas eu à trop forcer son frère et sa belle-sœur installés dans le sud de la France. D'ailleurs, l'un et l'autre ne regrettent rien, bien au contraire. Jolie plage, joli paysage. Beau carnaval. Beau carnaval, oui, c'était sympa le carnaval. Ouais. Après, nous, on préfère les popotes au grand restaurant. C'est plus convivial. Voilà. Et on aime beaucoup surtout, c'est tout ce qu'on peut trouver comme poisson. Dans tous les restaurants, on arrive à voir des poissons de toutes sortes que l'on ne mange pas du tout en métropole. Et ça, c'est une découverte pour nous. Et on apprécie tout ce qui est gustatif déjà, comme beaucoup de retraités, je pense. Les 3 retraités apprécient leur séjour au point d'encourager leur entourage à traverser l'Atlantique. C'est religieusement que tous les soirs, on prend un petit punch avec des acras. Ça, on apprécie énormément. Ça, on n'oubliera jamais. Puis nos enfants, la première chose qu'ils nous demandent, c'est « Ramène-nous du rhum, ramène-nous du rhum ». En Haïti, Joslerme Privert, c'est son nom, est depuis ce matin le président provisoire de la République, en attendant bien sûr le deuxième tour de l'élection présidentielle régulière prévue le 24 avril prochain. Il a été élu par le Parlement conformément à un accord politique signé par l'ancien président Michel Martelly avant son départ bien sûr avec les présidents de l'Assemblée nationale des 2 chambres, Parlement et Sénat. Un Sénat que présidait d'ailleurs Joslerme Privert, c'est un haut fonctionnaire âgé de 62 ans. Il fut directeur des impôts, 2 fois ministre entre 2001 et 2002, notamment ministre de l'Intérieur. Et à noter que lors du coup d'État, l'issue du coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en 2004, M. Privert avait passé pas moins de 26 mois en prison. Il a désormais jusqu'au 14 mai pour conclure, pour mener à son terme plutôt, le processus électoral en Haïti. On en vient au reste de l'actualité dans notre grande région. Il sera notamment question du voyage du pape François. Jamais dans l'histoire chrétienne, un patriarche russe n'avait encore rencontré le pape de Rome. C'est donc un sommet historique qui s'est tenu vendredi soir, 12 février, à Cuba, entre le pape catholique et le plus puissant des responsables orthodoxes, Kirill, patriarche de Moscou. La rencontre s'est déroulée dans un des salons de l'aéroport José Martí de la Havane, où les 2 patriarches se sont chaleureusement salués. Cette impressionnante empathie marque un dégel décisif des relations orthodoxes-catholiques, même si selon les spécialistes, il faudra beaucoup de temps pour colmater des blessures encore très vives, notamment sur la question ukrainienne qui oppose frontalement l'Église catholique à l'Église orthodoxe russe. À côté de cette conversation de 2 heures du jamais vu pour une rencontre officielle, une déclaration commune a été signée qui insiste sur le drame des chrétiens de Terre Sainte fauchés par les islamistes de Daesh. C'était d'ailleurs la clé de ce rapprochement entre le patriarcat russe et le Vatican, car la Russie cherche actuellement à sortir de son isolement diplomatique lié à son soutien du régime de Damas en Syrie. Mexique, le pape appelle au courage prophétique. Juste après sa rencontre avec le pontificat orthodoxe à Cuba, le pape François s'est rendu au Mexique, 2e pays le plus catholique au monde. C'est avec une certaine emphase que le pape François s'est adressé samedi 13 février aux évêques mexicains, les enjoignant à affronter avec courage le narcotrafic et la violence qui font rage au Mexique. Le pape a demandé aux responsables catholiques du pays de ne pas sous-évaluer le défi moral et anti-civique que représente le trafic de drogue pour la société mexicaine, y compris l'Église. Il leur demande de faire preuve d'un courage prophétique. Dans son discours, le pape s'est également fait le défenseur des peuples indigènes et de leur fascinante culture qui attendent encore que l'on reconnaisse effectivement la richesse de leur contribution à la société mexicaine. Guyane, le consulat du Guyana s'installe.
C'est vendredi à Cayenne, dans l'ancienne bibliothèque universitaire, que le premier consulat du Guyana a établi ses bureaux. Travis Tracy-Lekent a été nommé consul du Guyana. Cette professeure des écoles se dégagera de ses fonctions d'enseignante une semaine sur 2 pour remplir celle de consul. Lors de l'inauguration, la jeune consul honoraire souligne que sa mission première consistera à faciliter les démarches administratives des Guyaniens qui sont établis en Guyane pour que désormais il n'ait plus la nécessité de se rendre au Guyana pour le faire. Ensuite, il s'agira pour elle d'établir des partenariats étroits avec la Guyane dans des domaines de coopération large tels la culture, le sport, le développement économique et touristique. Hélène Sierder, la première vice-présidente de la collectivité territoriale de la Guyane, s'est félicitée de la concrétisation matérielle du partenariat entre le Guyana et la Guyane. La première vice-présidente envisage des projets économiques gagnant-gagnant entre les deux territoires frontaliers avec le soutien financier des programmes européens. Hélène Sierder souhaite en outre que ce consulat soit une première étape à l'entrée de la Guyane au CARICOM, la communauté caribéenne qui réunit 14 États membres et 6 associés, dont le siège est justement à Georgetown, au Guyana. Retour chez nous avec l'actualité sportive et principalement du football. C'était la 15e journée du championnat de division d'honneur. Une journée marquée par la rencontre au sommet entre le leader actuel du championnat, l'USR, et son dauphin, le CSM, champion sortant. Ce sont finalement les Saint-Rosiens qui se sont imposés 2-0 à l'issue d'une rencontre palpitante où le gardien saint-rosien s'est mis en avant. C'est pourtant l'habituel gardien remplaçant de l'USR, mais il a hier soir suppléé avec bonheur l'habituel titulaire qui a été, vous vous en souvenez, gravement blessé avec la sélection de la Guadeloupe la semaine dernière face à la Martinique. Les résultats, ils s'affichent sur vos écrans. L'Amical Club de Marie-Galante qui a écrasé le CA Marquisa 6-1. L'AOG et la Juventus, match nul 1 but partout. L'Arsenal et la Gauloise en ont fait de même partout. L'Étoile a été défaite sur son terrain par le Red Star 1-0. Le Sirocco, pareil, défait par le Phare du Canal 1-0. L'USBM et la Solidarité scolaire Abemao ont fait match nul 2 buts partout. Et puis, je vous l'ai dit, l'USR qui a donc défait le CSM 2-0. Bien évidemment, ce sont les Saint-Rosiens qui, plus que jamais, occupent la place de leader. On parle culture, musique, avec au pavillon de Pointe-à-Pitre une exposition exceptionnelle de tambours, des tambours d'origine diverses et supports surtout de musique très différentes. C'est une exposition qui se tient dans le cadre du mois de l'Afrique. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Le pavillon de Pointe-à-Pitre accueille également une exposition autour de la musique noire. Et on ne peut pas parler d'Afrique sans parler de tambour. C'est quand même, quand on parle de musique africaine, tout le monde pense au tam-tam, au tambour. Et c'est pour ça que cette salle, elle est majoritairement, il y a beaucoup de tambours et elle parle de la musique africaine. Pas seulement traditionnelle avec les tambours, mais de tout ce qu'elle a donné en Afrique d'abord et après, par extension, sa diaspora, Caraïbes et États-Unis. Donc on parle des griots, on parle aussi des différents types de tambours, parce qu'on connaît en général le tambour avec la peau, mais il y a une multitude de tambours de différentes formes, avec et sans peau. Et ça c'est une nouveauté parce que ce qu'on appelle tam-tam en fait, c'est le tambour qui n'a pas de peau. Et c'est très important de parler du tambour parce qu'en Guadeloupe, le marqueur principal qui nous relie, qui fait qu'on voit vraiment qu'on vient de là-bas, c'est qu'il nous reste le Ka. Et le Ka fait le lien vraiment entre l'Afrique et la Guadeloupe. Donc en regardant ces différentes formes de tambour, en écoutant les différents styles musicaux, on peut effectivement se retrouver, comprendre un petit peu le prolongement qui fait qu'on est parti d'Afrique, qu'on est arrivé ici et qu'on a essayé de retrouver à tout prix ce Ka, ce tambour qui rythmait notre vie, notre manière de faire les cérémonies, les baptêmes, les mariages et qu'on retrouve encore en Guadeloupe. Cécile et Jacques, originaires de Nantes et en vacances chez nous, ont profité de ce dimanche pour découvrir cette exposition. Nous en avions entendu parler, on avait même vu une publicité à la télévision et on s'est dit à tout hasard, même si c'est dimanche, nous y allons. C'est magnifique, la maison déjà est magnifique, l'expo est magnifique, c'est un vrai plaisir. Présente dans de nombreux styles musicaux, la rythmique africaine du tambour se traduit notamment dans le Ka guadeloupéen, mais aussi en Jamaïque dans le reggae et aux États-Unis dans le gospel ou encore le R&B. Un lien donc qui unit toutes les musiques et qui s'expose jusqu'au 22 février.
Avant de nous séparer, bien sûr, le temps qu'il fera demain sur notre archipel, après un ciel maussade au cours des dernières 48 heures, le soleil revient au-dessus de nos têtes, mais cette journée sera marquée par un nouvel épisode de brume de sable. Malheureusement, la qualité de l'air d'ailleurs qui était à son niveau médiocre, soit 6 selon l'indice Atmo de Guader, eh bien, il en sera tout autant demain. Qualité de l'air donc médiocre due à cette brume de sable. Les températures seront comprises entre 23 et 26 degrés. Dans un instant, notre rubrique innovation avec Karine Gelman, le journal de TF1, bien sûr, l'agenda d'Alizé, avec ce soir au programme le magazine d'information Zone Interdite. Il sera question des huissiers. L'information continue sur notre site alizé.com. À partir de demain, bien sûr, 12h30, vous retrouvez Aurélie Ronze. Excellente soirée sur Alizé.